L'UTP est une organisation professionnelle qui regroupe à la fois les entreprises du transport urbain de voyageurs et du transport ferroviaire. Au total, c'est plus de 170 entreprises du transport urbain et une trentaine d'entreprises pour le transport ferroviaire. Et on retrouve dans ce secteur à la fois du transport de voyageurs, du transport de fret et également des gestionnaires d'infrastructures. L'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires, a été créée pour défendre les intérêts des entreprises des deux branches que nous représentons. Pour le transport urbain de voyageurs, il s'agit de 53 000 salariés qui vont être rejoints progressivement par les 46 000 salariés de la RATP. Et pour le transport ferroviaire, il s'agit aujourd'hui de 160 000 salariés. Les trois grandes missions de l'UTP sont, première mission, le dialogue social de branche. Deuxième mission, la défense des intérêts des entreprises du secteur auprès de toutes les parties prenantes, aussi bien en France qu'en Europe. Et troisième mission, la promotion d'une mobilité toujours plus durable au service de la qualité de vie de nos concitoyens et également au service de la planète. Aujourd'hui, l'UTP a 5 principaux enjeux à relever. Le premier enjeu, c'est l'ouverture à la concurrence. Ouverture à la concurrence à la fois dans le secteur ferroviaire, suite au vote et à la promulgation de la loi Nouveau Pacte ferroviaire. Le deuxième enjeu, c'est l'ouverture à la concurrence dans le transport de voyageurs en Île-de-France, sujet sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé et qu'il va falloir accompagner dans les années qui viennent. Le deuxième grand enjeu, c'est celui du digital. Et nous avons eu beaucoup de débats en interne au sujet des données, à qui appartiennent-elles, comment doivent-elles être utilisées, comment doivent-elles être régulées. Nous sommes d'ailleurs beaucoup intervenus dans le cadre de la LOM afin d'avoir un texte qui permette de bien réguler l'usage de ces données pour qu'elles soient mises à disposition de tous de manière transparente et avec les mêmes règles. Le troisième sujet, c'est le sujet de la transition énergétique. Les transports publics sont déjà une réponse d'ailleurs à la transition énergétique. C'est un domaine dans lequel nous sommes déjà très avancés, avec une mobilité plus durable, une mobilité plus verte, domaine dans lequel nous allons continuer de progresser dans les années qui viennent, domaine dans lequel nous voulons être exemplaires au service de la qualité de vie et au bénéfice de la planète. Le quatrième enjeu, c'est celui de l'équilibre financier et économique des transports publics. Ce secteur est à l'équilibre, mais c'est un équilibre qui est fragile. Il est basé sur 3 contributions, celle des voyageurs qui payent leurs tickets, celle des entreprises au travers du versement transport et celle des collectivités locales qui, effectivement, participent au travers de subventions. Et il est important de maintenir cet équilibre pour être en mesure de continuer de développer un service public de transport de qualité au service des populations, de tous les territoires. Le cinquième enjeu, et c'est presque le plus important parce que nous sommes avant tout des femmes et des hommes au service des femmes et des hommes, c'est celui des talents. Et nous avons effectivement dans ce domaine 3 priorités. Celui d'une pyramide des âges qui fait que nous allons avoir beaucoup de départs et qu'il va falloir renouveler les talents. Celui d'un secteur qui est en pleine mutation avec le digital, avec la transition énergétique, d'où la nécessité également de mieux former nos équipes, de les faire évoluer dans le cadre de parcours de carrière qui seront probablement plus diversifiés. Le dernier objectif, c'est de rester attractif pour les jeunes dans un métier qui a beaucoup à apporter, à la fois dans la réalisation personnelle, mais également au bénéfice de la collectivité et du bien commun. Ces 5 grands enjeux, nous avons à les relever, bien entendu, avec les partenaires sociaux, afin d'avoir une mobilité qui est toujours plus efficace, qui est toujours plus pérenne, qui est toujours plus durable, au service de tous et de tous les territoires. Eh bien, nous travaillons à construire un environnement social de haut niveau qui soit adapté à l'ensemble des opérateurs du ferroviaire en France. Ce que nous voulons, c'est construire une convention collective de haut niveau pour les 160 000 salariés du secteur et également nous adapter à l'évolution des métiers, à l'évolution des compétences, domaine extrêmement important dans notre secteur d'activité. Alors, depuis décembre 2013,
L'UTP et les organisations syndicales travaillent à l'élaboration de cette convention collective nationale. Ces travaux ont permis d'aboutir à la signature de plusieurs accords sur le champ d'application, d'un accord sur les dispositions générales, mais également sur le contrat de travail, l'organisation du travail, la formation professionnelle et sur la mise en place de l'opcomobilité. L'accord sur le volet classification-rémunération a été signé par deux organisations syndicales, la CFDT et l'UNSA, mais il a été dénoncé par la CGT, par Sud et par FO. Et donc cet accord aujourd'hui est réputé non écrit. Ce projet d'accord répondait aux engagements pris par l'UTP. Nous sommes convaincus que l'ouverture à la concurrence est une véritable opportunité de développement pour le secteur, mais nous sommes également conscients des attentes des salariés sur les conditions de mise en œuvre de cette concurrence et donc sur les conditions de développement du ferroviaire. L'UTP s'est engagé à finaliser par la négociation cette convention collective nationale du ferroviaire. Cette convention doit aboutir à un cadre social de branche moderne qui assure un haut niveau de protection et de sécurité pour l'ensemble de ses salariés. Un cadre social à partir duquel chaque entreprise, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de ses spécificités, peut par le dialogue social développer son propre modèle social, également aussi en fonction du territoire dans lequel elle opère et en fonction des activités qu'elle opère, qu'il s'agisse du fret, du transport de voyageurs, de la gestion d'infrastructures ou de la sécurité ferroviaire. Notre commission travaille sur des projets de grande ampleur dans le domaine des métiers et des compétences de la branche ferroviaire. Par exemple, nous travaillons à la préparation, au développement, à la conception de certificats de qualification professionnelle qui sont attendus par les salariés comme par les entreprises. Nous voulons également développer l'offre de formation et promouvoir les métiers de notre secteur à travers l'association Futur en Train. En effet, notre commission a pour mission d'analyser les indicateurs sociaux de la branche. À cet effet, chaque année, nous réalisons le bilan social de la branche ferroviaire. Ce document présente et analyse une dizaine d'indicateurs, comme par exemple le nombre de salariés, la nature des emplois, des contrats, le temps de travail, mais également l'investissement dans le domaine de la formation professionnelle et donne une vision globale de la branche. La commission réunit les représentants des entreprises adhérentes du secteur du transport public urbain qui emploient actuellement 53 000 salariés. Elle a vocation à élargir sa représentation au gré de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'Île-de-France. Les missions de la Commission des affaires sociales du transport urbain s'articulent autour de 4 objectifs. Nourrir un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux, ouvert et constructif. Être force de proposition ou accompagner les évolutions institutionnelles et réglementaires, ou parfois même les susciter, répondre aux nouveaux enjeux RH en anticipant les transformations du secteur, enfin, produire une information et une veille juridique de qualité aux adhérents. En 2019, nous avons signé 5 accords, portant notamment sur l'évolution des salaires minimums, le financement du dialogue social. Les lois travail et avenir professionnel nous ont également donné l'opportunité de nous entendre avec les partenaires sociaux sur la primauté des dispositifs de branche par rapport aux dispositifs d'entreprise, et de signer un accord interprofessionnel fondateur de l'opcomobilité. Concernant notre mission de proposition, nous avons par exemple largement contribué aux échanges et travaux concernant les aspects sociaux du projet de la loi d'orientation des mobilités. Nous avons aussi activement participé aux côtés du ministère à transposer en droit français une réglementation européenne relative aux formations continues obligatoires des personnels de conduite. Au titre de notre mission d'anticipation, nous avons engagé l'an dernier une étude prospective permettant de mieux appréhender la structure actuelle de nos emplois et les évolutions des principaux métiers en lien avec les mutations technologiques et sociétales.
Elle constitue une base solide de réflexion sur les principaux enjeux RH en termes de compétences et d'attractivité. Nous nous appuierons d'ailleurs sur l'Opcomobilité pour développer l'action de notre branche en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes dans nos entreprises. Chaque année, la Commission réalise un rapport social qui présente et analyse une vingtaine d'indicateurs sociaux utiles aux entreprises de la branche, mais aussi à nos clients et à l'ensemble de la profession. Une assistance et veille juridique est apportée aux adhérents afin de les éclairer sur l'impact des évolutions réglementaires ou jurisprudentielles. Les missions de cette commission sont nombreuses. C'est avant tout un rôle d'anticipation et de suivi des évolutions législatives et réglementaires dans le domaine du transport, mais aussi des textes hors transport susceptibles d'impacter notre domaine. C'est un rôle sur la France, mais aussi et beaucoup sur l'Europe, puisque en matière de transport, ce sont 80% des textes bientôt qui sont faits à Bruxelles. Dans ces travaux, la Commission cherche bien sûr non seulement à anticiper, mais surtout à déterminer des actions pour influencer l'évolution de ces textes. Les travaux dans cette commission sont nombreux et portent sur des domaines assez variés. Nous avons beaucoup travaillé sur les paquets ferroviaires au niveau européen, qui portent notamment sur toute l'ouverture à la concurrence du fret, c'est déjà ancien, des voyageurs, mais aussi toutes les questions d'interopérabilité technique. Nous avons suivi plus récemment en France la loi Nouveau Pacte ferroviaire. Nous suivons encore ces décrets d'application. Et puis il y a ce très important sujet des données publiques, de leur ouverture et de leur réutilisation. Nous sommes bien sûr favorables au développement de services au bénéfice de nos clients. Nous souhaitons une évolution maîtrisée et proportionnée. Notre souci, c'est d'éviter la captation de nos savoir-faire et la captation des données publiques au bénéfice des Google et autres Facebook. Et puis nous nous intéressons également aux MaaS, ces applications qui agrègent différents types de transports et services associés. Un texte équilibré est en cours d'adoption au niveau français. Nous serons vigilants à ce que ce qui s'élabore à Bruxelles ne vienne pas perturber cet équilibre. Autre actualité, le droit des passagers. Nous veillons à ce que les contraintes de chaque mode soient bien prises en compte et nous serons très attentifs à l'équité concurrentielle entre les différents modes de transport. Et puis enfin, un peu de marchandises. Il y a de l'actualité dans le domaine des marchandises, mais nous veillons à la transposition en droit français de ces textes, notre pays ayant parfois tendance à en rajouter par rapport aux directives européennes. Notre commission travaille sur le cœur du métier, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'exploitation, mais aussi on aborde tout ce qui concerne les systèmes intelligents ou les problématiques de développement durable. Notre commission étudie toute la problématique de faisabilité, de mise en place des normes nationales et européennes, et toutes les exigences qui en découlent. On peut évoquer avec le sujet de grande actualité qui est celui de la transition énergétique, qui est la majeure partie des flottes qui sont à renouveler, puisque pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, nous aurons la nécessité, à partir de 2020, un renouvellement à 50% des flottes par des véhicules propres, et à partir de 2025, de 100% des renouvellements. Dans ce cadre-là, on agit sur les pouvoirs publics français,
pour qu'on puisse orienter dans l'intérêt des adhérents les différentes politiques mises en place, mais aussi au niveau de l'Europe, pour que nos normes soient mises en place de façon cohérente d'un pays à l'autre. Tous les 2 ans, nous menons l'enquête parc, qui nous permet de mesurer les évolutions du parc en termes de gabarit, d'énergie, d'accessibilité, et qui sert ensuite de support à nos partenaires, notamment le ministère, les institutions, qui nous demandent des informations sur les parcs en circulation en matière de transport urbain. Notre commission est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et participe à ce titre à des auditions publiques en matière notamment de véhicules ou d'autres techniques de transport. Notre commission a été créée il y a moins de 2 ans pour répondre à l'évolution de notre environnement concurrentiel. Avec de forts enjeux pour notre secteur, je veux parler du développement des nouvelles mobilités et de la digitalisation de nos services. Ceci nous amène à travailler sur des sujets importants comme celui de l'articulation du transport de masse que nous connaissons bien et que nous maîtrisons avec celui des nouvelles mobilités, et aussi à se préoccuper du partage de la voirie qui est de plus en plus encombrée. Autre sujet sur lequel nous devons travailler, c'est le Mobility as a Service, le MaaS. En effet, il y a une attente très forte des voyageurs pour qu'on leur facilite la vie afin de leur permettre de réserver un trajet multimodal, choix du trajet, facilité de paiement pour pouvoir aller de bout en bout avec une seule application sur leur smartphone. Tous ces sujets font l'objet aujourd'hui d'une forte actualité, tant au niveau français, dans le cadre des discussions au Parlement sur une nouvelle loi, qu'au niveau européen, où nous parlons d'ores et déjà d'un nouveau projet de directive. Quand la Commission a été créée, nous nous sommes tout de suite posé la question des données de flux de mobilité. Et on s'est aperçu qu'il y avait assez peu de réponses sur ce sujet-là. Donc nous avons engagé un travail très important collaboratif avec le CEREMA, pour regrouper en une seule base de données toutes les données disponibles de mobilité. À partir de cette base de données qui est unique en France, il va être possible de guider les décisions en regardant par rapport à des scénarios de mobilité donnés s'il est possible de faciliter l'abandon de l'usage individuel du véhicule particulier. Ça va être un outil d'aide à la décision très important. Autre activité qui nous a mobilisés très vite, c'est l'organisation des assises de la mobilité qui ont permis au gouvernement de préparer le projet de loi. L'UTP a été très active, très présente dans toutes les commissions et les groupes de travail. Toujours pour préparer cette future loi, l'UTP a publié une position sur le Mobility as a Service pour définir à quelles conditions de régulation cette attente forte des voyageurs pouvait rencontrer aussi des objectifs d'intérêt général. Cette position, nous l'avons défendue tout au long des discussions parlementaires sur le projet de loi. Autre sujet sur lequel la Commission a été mobilisée dès sa création, il s'agit bien entendu des véhicules autonomes. Nous avons contribué largement aux travaux sur la définition d'une stratégie nationale sur les véhicules autonomes, avec une contribution sur l'acceptabilité de ces véhicules par le public et les voyageurs, très appréciée par les décideurs publics.
Et il y a deux évolutions auxquelles on est particulièrement sensible. La première, c'est le fameux ratio recettes sur dépenses de fonctionnement qui permet de voir en fait quelle est la part que paye l'usager dans les transports publics. Mais elle a baissé en gros de 50 à 30% au cours des 20 dernières années. Et c'est un point de préoccupation parce que nous sommes convaincus à l'UTP que le transport public n'est finançable que dans la mesure où l'usager, le voyageur participe. C'est même le cas dans quasiment tous les pays développés. Alors bien sûr, on a travaillé sur la loi d'orientation des mobilités et auparavant sur les assises qui les avaient précédées pendant 2 ans. Et c'est certain que beaucoup de sujets étaient au cœur de cette loi, notamment tout ce qui concernait la gouvernance, avec des autorités organisatrices qui sont devenues des autorités organisatrices de la mobilité et donc qui ont été amenées à intégrer d'autres formes de mobilité que les transports publics de manière classique. Et c'est posé aussi la question du financement. La gratuité, c'est effectivement en fait un sujet qui de plus en plus en fait intervient dans le débat public. On pense que ce sera un des gros enjeux des prochaines élections municipales. Et de ce point de vue, l'UTP rappelle 2 choses. La première, c'est qu'en fait, c'est un sujet, la tarification, qui relève exclusivement des autorités organisatrices. Et la deuxième chose que l'on rappelle, c'est qu'en fait, le service public, il a un coût. Il doit être financé. Et c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre la part qui est payée par le contribuable et la part qui est payée par le voyageur. Ces 2 principes étant fondés, on rappelle simplement que l'expérience a plutôt prouvé que la gratuité ne prend pas à la voiture individuelle. Le deuxième constat, c'est que ça ne correspond pas à une demande des voyageurs. Les voyageurs, ils demandent plus de services, ils ne demandent pas de la gratuité. Le troisième constat, c'est que fondamentalement, ça ne renvoie pas à une logique en fait d'équité. Ce qui nous semble équitable et qui nous semble aujourd'hui la meilleure solution en matière de tarification, c'est la tarification solidaire dans laquelle les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial du foyer. L'UTP, en fait, depuis plusieurs années, participe activement à l'amélioration de la lutte contre la fraude et l'amélioration aussi de la sûreté dans les transports urbains et ferroviaires, en lien étroit à la fois avec le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur. Pour situer un peu le sujet, notamment de la fraude, il faut savoir qu'on a pas loin de 600 millions d'euros de manque à gagner au niveau national pour les autorités organisatrices justement de transport urbain et ferroviaire, ce qui montre l'importance du sujet. Au travers de la loi Savary-Leroux, l'UTP a une démarche extrêmement proactive dans l'élaboration de cette loi et un certain nombre de dispositions qui ont été retenues sont issues justement des propositions qui ont été faites par l'UTP. On pourra citer quelques exemples. L'émission des personnels des entités internes en charge de la sûreté en civil, le contrôle en fait visuel des bagages et les palpations de sécurité, la justification d'identité des fraudeurs. On peut citer également la lutte contre les fraudeurs d'habitude ou contre les mutuelles de fraudeurs. Et on pourrait citer encore comme dernier exemple tout ce qui relève de la vérification des adresses des contrevenants. L'UTP va également poursuivre 2 dispositifs qui sont également prévus en fait dans le cadre de cette loi Savary-Leroux. En l'occurrence, un dispositif d'information des employeurs sur la perte de la détention des permis de conduire des conducteurs, d'une part, et puis d'autre part sur la fiabilisation des adresses des contrevenants. Dans le panorama également de l'actualité, il y a le projet de la loi d'orientation de mobilité auquel l'UTP participe très activement et un certain nombre de dispositions sont retenues et issues des propositions qui sont faites par l'UTP. On prendra l'exemple
de la capacité à expérimenter le port de caméras piétons pour les personnes qui sont en charge de faire du contrôle sur nos réseaux. Depuis également plusieurs mois et années, l'UTP se charge de lutter contre tous les agissements sexistes qu'il peut y avoir dans les transports et on souhaite poursuivre de manière très proactive cette action. L'UTP poursuivra également en fait son étude statistique en matière de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude et continuera à publier son rapport annuel en matière de sûreté. La vocation de la commission système ferroviaire, c'est de préparer le système ferroviaire de demain dans un monde qui se transforme sous les effets de l'ouverture à la concurrence et de l'innovation, notamment la digitalisation. Nous veillons particulièrement à ce que le cadre réglementaire, technique et économique soit propice à l'ouverture à la concurrence et à la performance du système ferroviaire. Au niveau national, notre commission s'est fortement investie dans l'élaboration et le suivi du nouveau pacte ferroviaire. Ça reste un sujet important pour la commission, notamment au travers de l'élaboration de l'ensemble des textes d'application. Nous avons tout particulièrement suivi le sujet de la transmission des données, que ce soit celle des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d'infrastructures, aux autorités organisatrices dans le cadre des appels d'offres. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, nous nous engageons et nous sommes particulièrement attentifs à ce que les règles mises en place soient ouvertes, non discriminatoires et permettent la performance du système. La Commission a activement participé aux travaux relatifs à la transposition du volet technique du 4e paquet ferroviaire. Nous avons informé, échangé, travaillé avec les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures sur ce sujet. Nous sommes particulièrement attentifs à la mise en place des nouveaux outils comme le guichet unique ou le registre d'infrastructures porté par l'Agence européenne de sécurité ferroviaire. Nous sommes également particulièrement sensibilisés à la question des nouvelles responsabilités des exploitants ferroviaires en matière de compatibilité du matériel roulant, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges au sein de la Commission. Toujours au niveau européen, nous avons également suivi avec attention et vigilance les sujets relatifs à l'équilibre économique et naturellement l'ensemble des prescriptions techniques portées par les instances européennes. Notre commission s'attache à défendre le modèle économique des transports publics, ce qui nous amène à travailler sur des sujets comme la tarification, le financement et la fiscalité. Notre environnement est en mutation avec l'extension continue des territoires, avec la diversification des compétences des autorités organisatrices et de mobilité et l'apparition des nouveaux outils d'information liés au digital. Les transports publics doivent s'adapter à ces mutations, tout en veillant à préserver l'équilibre économique et à contribuer à l'intérêt général. De fait, notre commission s'intéresse aux évolutions à la fois sociales et sociologiques et à leurs répercussions sur le modèle économique. Concernant l'économie des transports publics, une grande partie de notre mission consiste à réaliser des enquêtes auprès de nos adhérents et à en restituer l'analyse. Ainsi, chaque année, nous publions les chiffres clés du transport public. Cette publication est la seule en France qui fait apparaître les données de chaque réseau. Elle permet de suivre les évolutions des indicateurs sur plusieurs années.
Après 20 ans de baisse continue, le R sur D reste une préoccupation. On peut constater qu'il se redresse légèrement depuis 2016. L'extension inédite des territoires à desservir vers des zones peu denses depuis les 2 dernières années risque de fragiliser à nouveau le R sur D. Notre modèle économique, qui fait reposer le financement des transports publics sur les collectivités, sur les voyageurs et sur les entreprises du territoire, doit s'adapter à cette nouvelle donne. L'UTP a organisé les États généraux de la mobilité. Lors de cette concertation nationale, 70 propositions ont été formulées pour une mobilité plus durable. Ces propositions ont largement alimenté les assises de la mobilité organisées par le gouvernement, ainsi que le groupe miroir organisé par le ministère des Transports, auquel l'UTP a été convié. L'UTP a pris toute sa place dans ces concertations. Elle nous amène à la promulgation de la loi d'orientation des mobilités, la première depuis 1982. Nous pouvons nous satisfaire que plusieurs propositions majeures des États généraux ont été traduites dans ce projet de loi. Parmi les propositions les plus structurantes, nous pouvons citer la création des comités de partenaires et des contrats opérationnels de mobilité. Également, évidemment, l'encouragement au partage de la voiture et à l'utilisation des vélos. On peut citer également l'extension des compétences des régions aux nouvelles mobilités et également le développement des plateformes d'information multimodale. Lors de ces concertations, nous avons rappelé que les réseaux ont toujours accompagné l'évolution urbaine et ont toujours desservi des populations de plus en plus éloignées par rapport au centre-ville. D'ailleurs, le réseau de transport public est souvent le dernier service public présent dans les territoires. L'ouverture à la concurrence, évidemment, accapare les équipes de l'UTP aujourd'hui. Mais notre secteur a bien d'autres défis à relever, à la transition énergétique, à l'arrivée de nouvelles mobilités, et puis bien sûr à la digitalisation de nos activités. Le digital entre dans tous les compartiments de nos entreprises. Nous avons à l'UTP le devoir de transformer le concept de mobility as a service, de masse, en quelque chose de très concret. Accompagner les voyageurs de bout en bout, ça passe par des applications, des données, le partage des données. C'est une ouverture nécessaire, indispensable pour produire de nouveaux services, mais il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit neutre, il faut qu'elle soit proportionnée. Et puis, pour nous, un point très important, c'est de la préservation de nos savoir-faire industriels notamment. Nous sommes tous à l'œuvre pour atteindre le zéro émission. Mais il n'y a pas une vérité simple, unique. Il y a des technologies diverses, à l'électricité, à l'hydrogène qui commencent à apparaître. Ce qui est important à l'UTP, c'est précisément de partager ces retours d'expérience. Pour réussir la transition énergétique, il nous faut une filière industrielle forte. Et pour cela, il faut que l'Europe se saisisse des normes et facilite l'émergence de ces filières industrielles. Il nous faut aussi des règles d'exploitation, et ça c'est un dialogue avec l'État qui est très important parce qu'il faut que ces règles soient bien sûr responsables en matière de sécurité, de développement durable et aussi en matière de coûts. La question du risque des surcoûts est aujourd'hui un point important pour nous. Nous allons avoir à transposer la directive véhicules propres. Il faut y trouver la réponse au développement durable, à la sécurité bien sûr, mais aussi à l'attractivité des transports publics et à leurs coûts. Le transport public est confronté à une concurrence intermodale forte, et notamment face à l'usage de la voiture automobile. Et l'UTP est là pour promouvoir, et elle le fait depuis longtemps, toutes les mobilités partagées, tout le transport public. Le développement de nouvelles mobilités partagées est une perspective très positive que la loi LOM décrit. Les opérateurs, historiques ou nouveaux entrants, doivent avoir les mêmes obligations
répondre au même type de cahier des charges.